Vous qui regardez cette émission, là où vous êtes, chez vous, également les followers, pour parler d'eux, les accros des réseaux sociaux, comme d'habitude, merci. Merci d'être là, merci de regarder cette émission que vous connaissez, je dirais, depuis très longtemps. Vous le voyez, donc, je serai seul sur ce plateau. Je serai seul sur ce plateau parce que c'est une émission, je dirais aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de le dire autrefois, atypique. Atypique parce que Eco Club, c'est une émission qui date, on a des habitudes, c'est un groupe généralement qui intervient et qu'à des moments particuliers, sur des thèmes bien ciblés, eh bien, je sollicite l'intervention en solo. Intervention en solo, mais l'antenne vous est ouverte. C'est-à-dire, ce sera à vous de faire cette émission sur le thème d'aujourd'hui qu'on va citer tout à l'heure. Et que nous allons donc échanger là-dessus. Donc, pouvoir aborder certaines questions, je dirais exceptionnellement, en solo, c'est une tendance, c'est une bonne chose aussi. Aujourd'hui, nous savons que le jour des élections, eh bien, on ne peut pas parler de politique. Donc, j'ai souhaité intervenir sur un thème qui est celui toujours de l'agriculture. L'agriculture, ce sera donc agriculture, formation, encadrement, accompagnement. C'est toujours bien d'intervenir sur ces thèmes, sur un thème particulier, qu'on fait même quand on fait partie d'un groupe. Parce que vous savez, de plus en plus, c'est une tendance qui se dégage quand on observe les médias. On voit par exemple, dans un domaine judiciaire, on voit le microcosme des avocats. Ils sont présents aussi sur ce domaine. Ils inventent des thèmes, c'est une dimension de la communication qu'ils donnent à la profession. Eh bien, c'est comme ça, dans certaines initiatives, on peut retrouver une volonté de communiquer sous une autre forme avec la population. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment cette ambition, je dirais régulièrement, de faire une émission sur l'agriculture. Parce que je suis quand même très retenu par mes activités. Mais occasionnellement, quand il y a de l'espace, je sollicite l'antenne avec à mes amis pour que l'on puisse, en tout accord, faire une émission sur le thème qui me tient. Aujourd'hui, donc, je dirais que c'est donc l'agriculture, formation, encadrement et accompagnement. Bien entendu, nous parlerons des aides que j'appelle les aides courantes. On va en venir. Et donc, pourquoi ce thème-là ? Ce thème parce que, vous le voyez, de par mon activité, ce thème parce que l'agriculture, c'est un secteur important, c'est un secteur primaire. Et nous voyons comment les choses se passent dans ce secteur. On s'interroge là-dessus. Comment est la formation ? Comment l'encadrement ? Comment on accompagne les acteurs qui sont dans ce secteur ? Et nous ne retrouvons pas suffisamment, je dirais, d'émissions sur ce thème, de manière qui englobe, qui est un thème extrêmement large, mais pas suffisamment, je dirais, d'ouverture là-dessus, de débat, d'échange même médiatisé là-dessus. C'est pourquoi aussi c'est une réponse. C'est une réponse aux nombreuses personnes qui m'interpellent, qui me disent, bon, voilà ces mots, tu interviens avec Eco Club, pourquoi ne pas échanger, communiquer sur ces thèmes-là ? Alors, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi c'est ces mots qui ouvrent ce thème ? J'ouvre ce thème parce que dans mes opérations, mon organisation professionnelle, dans la profession que j'exerce de conseil, eh bien, j'ai un aspect bien particulier qui concerne l'agriculture. J'assure l'encadrement des agriculteurs dans les dossiers d'aide sur des questions extrêmement diverses. Donc, c'est la raison pour laquelle
eh bien, j'aborde cette question aussi parce qu'il y a un déficit, il y a un vide, je l'ai dit, en matière de communication. Alors, on va donc, avant d'arriver à cette question même de formation, d'encadrement et d'accompagnement, je vais parler des aides, de la campagne d'aide. Parce que quand on entend parler souvent en agriculture de campagne, on parle de récompense à la récolte 4, récolte banane. Mais non, quand on parle de la campagne par exemple 2022, il s'agit aussi de la campagne des aides qui s'ouvre. C'est-à-dire, nous avons plusieurs types d'aides, des aides, surtout les aides courantes. Je parle souvent de la DMCA. C'est l'aide du développement maintien de cheptel-habitante, qui est une zone qui est très connue des détenteurs de bovins, et très convoitée, très sollicitée. Et donc, cette aide, n'est-ce pas, cette campagne qui est ouverte pour ce qui concerne cette aide, depuis le mois de mars, le 1er mars, et qui s'achève, je crois, le 15 au 16, tant que je sache, juin, je n'ai pas la date exacte en tête, mais c'est une aide aussi importante. Alors, il s'agit de souligner que la période est ouverte, il faut que vous tous, concernés, vous les agriculteurs, que vous puissiez vous monter les dossiers, aller voir les institutions qui vous encadrent, pour, si vous pouvez vous-même remplir les dossiers, mais il faut les faire parce que souvent, dit-on, il y a des sommes conséquentes qui retournent dans l'Hexagone, qui retournent en Europe, parce que ces sommes ne sont pas utilisées. Alors, 2 mots de cette aide, elle est importante. Elle est importante et lorsque elle est encadrée par des dispositions européennes que l'Europe décline au niveau des territoires, au niveau des pays, au niveau des États, et les États doivent mettre ça en musique. Par exemple, chez nous, vous savez, lorsque les dispositions européennes sont prises, elles sont transmises donc en France, et la France les applique. Et chez nous, qui sommes dans un département français, c'est le préfet qui met ça en musique, avec des intervalles que le ministère laisse véritablement au préfet pour, je dirais, établir un certain nombre, fixer un certain nombre de dispositifs d'encadrement pour que l'aide en question soit une aide profitable et au secteur économique pour le dynamiser et aussi pour, je dirais, accompagner en quelque sorte le développement du secteur. Donc, cette aide de développement de métiers de cheptel-habitante, il faut aussi, c'est le cas de le dire, faire très attention à vous bénéficiaires de ces aides. Il y a des conditions d'éligibilité qui concernent votre personne, à vous-même. Il faut que vous soyez, bien entendu, de la fonction, que vous soyez donc agriculteur, n'est-ce pas? Et là, depuis cette année 2022, elle a été exigée que vous ayez un numéro de SIRET, afin que tous ceux qui bénéficiaient de cette aide aient un numéro de SIRET, alors qu'avant, ce numéro SIRET n'était pas exigé, on vous payait à partir de votre numéro de package, mais sachez-le que pour 2022, pour que vous soyez éligible, il faut que vous ayez ce numéro de SIRET. Il faut aussi, vous le savez, que vous soyez inscrit à l'établissement départemental de l'élevage, que vous ayez votre numéro d'exploitation et que vous puissiez, que vous respectiez en quelque sorte les obligations, je dirais, attachées à votre inscription à l'EDE, en termes de déclaration de mouvement des animaux, des entrées et des sorties, etc., etc. Donc il y a des obligations qui sont aussi qui sont extrêmement importantes. D'autres formes d'obligations, donc il faut que vous soyez éligible, mais il faut aussi que votre cheptel soit éligible. L'éligibilité, à mon sens, se situe à 2 niveaux. Que votre cheptel soit éligible, c'est-à-dire que vous ayez, comme il s'agit d'aide concernant les vaches allaitantes, véritablement ça, il faut que vous ayez respecté un certain nombre d'obligations en matière de quotas de naissance de veaux, que vous ayez aussi un certain nombre de vaches, n'est-ce pas, et aussi
aussi, je dis même aussi des jeunistes, parce que vous serez primé à 3 niveaux. Vous êtes aidé pour les veaux, n'est-ce pas, qui naissent, vous êtes primé pour les vaches, et dans certaines conditions, aussi pour les jeunisses. C'est-à-dire que vous ayez un quota vaches jeunisses, que par exemple dans le cheptel enfin éligible, qu'il y ait bien entendu, je dirais qu'il y ait 60% de vaches et 40% de jeunisses. En fait, tout ça c'est très technique, mais que l'on peut véritablement aborder dans le détail lorsque on constitue le dossier, la demande de l'agriculteur. Je voudrais aussi insister sur un point, parce que souvent je suis interrogé par cela. Il y a des bénéficiaires qui, des fois, s'adressent à des organismes ou encore, quand ils font eux-mêmes, ils ne sont pas à même de calculer le montant des aides qui leur seront allouées au titre de la DMCA. Moi, je le dis tout simplement, j'insiste là-dessus, je ne cesserai de le répéter. Quand vous vous adressez, vous, éleveurs, à une instance, à une personne, à une entreprise, pour monter votre dossier d'aide à DMCA, développement, maintien de chute allaitante, il faut que l'on puisse vous dire quel montant que vous allez toucher. Quel montant que vous allez toucher, et au regard de l'expérience de l'instance qui reçoit, qui fait la demande pour vous, à votre place, aussi que cette instance puisse vous dire quelle période vous serez payé, comment vous serez payé, etc. Parce que je vois très souvent des déclarations qui sont déposées, des dossiers qui sont déposés, après, je vois la personne qui me dit « Ouais, mais combien en est touché ?» Ils ne savent même pas, alors qu'ils ont quelquefois payé pour faire une déclaration. La personne, l'instance, l'institution qui fait la demande pour vous, doit en mesure de vous dire, de calculer, vous donner une idée avec peut-être des marges d'erreur. Combien on va vous payer et à quelle période vous serez payé. Généralement, les paiements arrivent en fin d'année, c'est-à-dire vers le mois de fin décembre, quand il y a du retard, ou les personnes qui ont déposé un petit peu en retard au début de juin. Début de janvier, début de janvier de l'année d'après, mais généralement, c'est ça, c'est un début. Donc, on peut tout à fait, il faut être exigeant là-dessus, à partir des documents que vous possédez, à partir de la visibilité que l'on a sur votre exploitation dans votre dossier PAC. Je parle, c'est technique, mais ceux qui sont habitués peuvent comprendre très bien. On doit pouvoir savoir calculer le montant à partir du nombre de naissances, à partir du nombre de vaches, à partir aussi du nombre de jeunistes, et bien faire le calcul pour vous dire que là, vous serez payé 1 000, 2 000, 3 000, 10 000. Il y a ceux aussi qui touchent 30 000 euros, c'est les gros. Eh bien, on peut vous donner une idée. Mais ça, c'est fondamental, parce qu'il ne s'agit pas de faire une déclaration et surtout de payer sans que l'on ait toutes les informations sur ce pourquoi on s'est orienté vers l'institution, vers la personne en question. Alors, vous me direz aussi vous me direz qu'il y a il y a des institutions, et je me rends compte d'ailleurs, je le constate, qui font cette opération pas d'encadrement, mais de déclaration. Et j'observe aussi que lorsque votre déclaration elle est faite, elle est déposée, c'est le numérique, hein, on ne dépose plus de dossier à la main. C'est numérique, c'est à l'Internet. Donc c'est pourquoi nombreux sont ceux qui ne manipulent pas l'outil et qui sont obligés de se référer à une institution donnée. Ça peut être la Chambre d'agriculture, ça peut être une SICA, ça peut être un groupement, autre. Voilà, nombreux sont ceux qui le font. J'observe quelque chose, c'est que lorsque vous déposez vos dossiers, l'instruction de ces dossiers, l'instruction est faite par les services de l'État, en l'occurrence la DAF, eh bien, très souvent, vous êtes sujet à contrôle. On vous contrôle. On vous contrôle pourquoi ? On vous contrôle, il y a deux types de contrôles. Il y a contrôle sur pièce, mais il y a des contrôles sur place aussi. Lorsqu'il y a des contrôles sur place, eh bien, je constate qu'il y a des
demandeurs d'aide qui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont seuls devant un contrôleur. Et très souvent, le contrôleur en question s'érige en législateur. Voyez-vous les dégâts. Un contrôleur, il est fait pour contrôler, il n'est pas législateur. Donc, il faut que celui qui accompagne le demandeur d'aide, donc l'agriculteur ou l'éleveur, ait suffisamment de latitude pour pouvoir échanger avec le contrôleur qui, très souvent, s'érige en législateur. Parce que, bon, il y a des textes, les choses sont établies. C'est comme ça. Donc, je dis ça parce que il faut que lorsque vous, bénéficiaires d'aide, notamment cette aide à DMCA, que vous puissiez aussi demander à l'institution ou à la personne qui fait la demande pour vous, quelle garantie qu'il vous donne pour l'institution ou qu'elle vous donne pour cette personne d'être présent pendant le contrôle. Il est hors de question que vous fassiez, à mon sens, une demande passant par une institution que vous allez payer, n'est-ce pas, quel que soit le prix, mais qu'on ne mette pas à votre disposition une personne pour vous accompagner, pour vous assister lorsque les services de l'État viennent contrôler. Parce qu'il y a des éléments très techniques à savoir et que très souvent, vous êtes perdu dans ça. Vous êtes perdu. Moi, tout ça, ça rentre dans le cadre du sujet, l'accompagnement, formation, encadrement. Hein. Très souvent, je vois, et ça s'est arrivé récemment, un agriculteur qui était menacé du remboursement de la somme. Parce que si il y a une déclaration qui présente des irrégularités, que vous avez été payé, ça arrive. C'est un logiciel qui traite votre demande au moment de l'instruction. Quand il y a un agriculteur comme ça qui a eu, on a relevé un certain nombre d'irrégularités dans son dossier, et comment les irrégularités sont relevées? À travers des alertes. L'ordinateur, l'informatique présente des alertes. Il y a l'application met en exergue des alertes. Quand il y a des alertes qu'on dit des alertes bloquantes, le dossier est mis de côté. Et on va essayer de comprendre, la personne qui traite le dossier va essayer de comprendre, l'agent, qu'est-ce qui se passe. Et dans ce cas-là, très souvent, on vous écrit, ou dans ce cas, on fait aussi des contrôles chez vous. On vient vous contrôler pour savoir exactement. Là. Vous pouvez avoir des alertes aussi informatives, c'est-à-dire qui ne bloquent pas réellement la procédure de paiement, mais qui alertent, de par son nom même, qui alertent sur l'existence de choses, d'une chose sur laquelle il faut quand même faire attention. Tout cela peut aussi motiver un contrôle sur place. Et quand le contrôleur arrive, il vient avec son dossier. Il vient avec la connaissance qu'il a du dossier, de votre personne, de votre exploitation en machine, et il vient constater si ce qu'il a en machine correspond exactement à ce qu'il a, que vous avez sur votre exploitation sur terre. Et quand on voit des écarts, parce que vous êtes tenu de garder les documents près de 5 années, si je me trompe, 5-6 années, garder les pièces, on vous réclame des pièces, et que s'il y a des incohérences, on peut penser à des malversations, et là, on peut vous demander de rembourser les sommes. Et des fois, ça monte à des dizaines d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Ah mais oui, il y a un sur une commune, il a demandé de rembourser 10 000 euros. Enfin, on ne lui a pas demandé 10 000 euros. C'est-à-dire le service instructeur ayant vu, parce que le service instructeur collabore aussi avec les agriculteurs. Hein. Il ne faut pas croire que la DAF, c'est le grand chien méchant qui va vous saboter. On vous appelle, on vous dit, et des fois on vous convoque, on vous dit, bon, voilà, il y a des choses qui sont pas très claires dans votre dossier, mais écoutez, il y a un risque énorme qu'on vous fasse rembourser les sommes. Et des fois, ça monte à 10, 15 000, peut-être plus euros. Quand vous avez été payé 10 000, 15 000, 20 000 euros, même 5 000 euros, on vous écrit, on vous demande de rembourser, c'est un peu difficile. Et il faut rembourser parce qu'il y a des irrégularités. Et dans ce cas-là, le service instructeur peut vous orienter vers un partenaire, ça peut très souvent être un conseil. Hein. Moi, ça s'est arrivé à plusieurs reprises, où on m'appelle, on me dit, bon, voilà, c'est bon, il y a un agriculteur qui a quelques problèmes là, il y a un risque chez lui. Est-ce que de l'ordre peut être mis chez lui? Donc, dans ce cas-là,
déplacer, vous allez faire les contrôles, tout, et vous vous mettez à la disposition de l'organisme instructeur et pour répondre aux exigences attendues de ce dossier-là. Et aussi, ce qui est aussi important de dire, c'est que aussi vous assistez. Parce que généralement, quand on signale qu'il y a un dysfonctionnement, il y a risque de remboursement, très souvent, il y a un contrôle qui arrive dans les 10-15 jours. Et celui qui contrôle, il relève toutes les irrégularités, on vous fait signer, et on fait signer à l'agriculteur, et quand il n'est pas accompagné, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il signe, on lui remet un papier, c'est bien précisé, observation qu'il a fait dans 10 jours, mais qu'est-ce qu'il fait de ce papier-là? Il le prend, il le met quelque part, parce que c'est pas, il ne connaît pas. Tandis que s'il n'est pas d'accord avec le contrôleur, pour X raison, il a le document, il a 10 jours, il analyse les pièces qu'on a laissées à son attention, et puis, ce sont quand même des pièces très techniques, il faut le reconnaître, hein, et puis il rédige ses réclamations. Il adresse ça généralement à l'organisme payeur, qui est l'agence de services et de paiement. Et comme ça évite le pire, voilà, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Ça, c'est une précision qui est importante. Je crois que vous allez pouvoir aussi poser des questions sur cette forme d'aide, puisqu'il y a des personnes qui en sont victimes. Hein. Il y a des personnes qui me disent, qui disent, bon, regardez, Marie, il était depuis 10 ans, 15 ans, on peut rien toucher ça. On peut rien toucher ça parce qu'il y a rejeté comme demande en moins chaque fois. Eh bien, si vous ne touchez pas, c'est que quelquefois, bon, le dossier a été maltraité. C'est que quelquefois, on vous a demandé des pièces. C'est que quelquefois aussi, il y a un phénomène qui se passe au niveau de votre RIB. Parce que souvent, il y a des personnes qui ne touchent pas, mais parce que, bon, je dirais que le service de l'État ici n'a pas, il y a un terme qu'on emploie, ça m'échappe, enfin, n'a pas, je dirais, enregistré, entre guillemets, son RIB. C'est ça. Parce que souvent, on vous demande un relevé d'identité. On vous demande toujours un relevé d'identité bancaire, quand ils n'ont pas. Et vous devez adresser ce RIB-là à l'instant. Et l'organisme de paiement, parce que les sous, même s'il y a l'ASP ici, mais les sous sortent à Limoges, c'est à Limoges, Montreuil, où il y a le centre même de l'ASP. Et quand on téléphone là-bas pour savoir quel problème qu'il y a sur tel dossier, on vous dit bien, voilà le terme, on vous dit, bon, écoutez, il y a un problème de RIB. Il y a un problème de RIB parce que le service instructeur, qui est donc la DAF, n'a pas validé le RIB. Donc, le rôle de celui qui encadre l'agriculteur en question, l'éleveur, c'est de prendre la tâche de la DAF, de service économique, et pour leur dire, voilà, il y a un dossier, et il y aurait un problème de validation de RIB. Donc, ça se fait par mail ou simplement par téléphone. Donc, je vous serai reconnaissant de bien vouloir procéder à la validation de ce RIB. Et après, là, vous recevez vos sous. Mais très souvent, il y a des sommes pour ce type d'aide aussi qui retournent en France, en Europe, tout simplement, parce que les dossiers ne sont pas suffisamment bien traités et parce qu'il y a plusieurs problèmes de formation, problèmes d'encadrement, problèmes d'accompagnement. Alors, toutes ces questions, formation, encadrement, accompagnement. D'abord, la formation. La formation de tout le monde, des gens qui gravitent dans les institutions. Quand je parle qui gravitent, je n'ai rien contre les SICA. Mais les SICA sont présents sur le terrain. Mais j'observe des choses. J'observe beaucoup de choses. Mais vous savez, des fois, vous ne voulez pas... si vous voulez vous faire aimer, des fois, tu es fermé la bouche. Mais je ne suis pas de nature toujours à vouloir à tout bout de champ me faire aimer. Donc, je vais poliment, je signale des choses, et dans la mesure du possible, ça s'améliore. On arrive à arranger les choses. Donc, il y a le problème de la formation, mais aussi la formation des acteurs de base, que sont les exploitants, les agriculteurs. La question que je me pose, par exemple, je vois aussi même des jeunes agriculteurs qui sont perdus dans le labyrinthe des questions d'aide. La question que je me pose, c'est que au niveau de la formation même, le cursus formation initiale,
dans les lycées, par exemple, parce qu'avant, il y a le lycée agricole. Est-ce que toutes ces questions sont abordées? Est-ce que ces questions sont abordées? Est-ce que, peut-être, dans le contenu pédagogique, il n'y a pas ça inscrit, il n'y a pas un enseignant qui le faut, mais quelque part, il y a quelque chose sans doute à faire. Là, si ce n'est pas, si je ne me trompe, si ce n'est pas fait, il y a des choses à faire. On peut imaginer, et d'ailleurs, je l'avais proposé à un moment donné, en 2008, proposer un dispositif de conférence dans les lycées, n'est-ce pas? C'était gratuit, hein. Vous savez, quand on doit pouvoir se faire payer, on sait comment se faire payer. Et ce n'est pas parce que vous diffusez gratuitement que vous ne serez pas payé. Le paiement sera différé. Mais à moyen terme, vous allez voir les retombées de votre investissement en termes de machin. Voilà. Donc, c'est un élément que j'avais proposé. Et malheureusement, je n'ai pas fait avec suffisamment d'insistance. Et puis, j'ai été débordé un peu par le travail. Cela n'a pas été vraiment suivi des faits. Mais il y a la question de la formation de nos jeunes, qui est une formation qui est extrêmement importante. Ensuite, on va donc poursuivre tout à l'heure parce qu'on me fait signe la présence d'une page publicitaire. Et comme vous le savez, télévision, pas qu'à mâcher sans publicité. Technicien, la pub. Nous sommes de retour. Alors, je vais donc vous rappeler le thème qui s'affiche, bien entendu, à l'écran. Formation, encadrement, accompagnement, thème du jour. C'est une configuration, je dirais, inhabituelle d'Éco-Club. Hein. Ce n'est pas l'Éco-Club que vous voyez habituellement avec tous nos amis. Aujourd'hui, c'est une émission, je dirais, de circonstances, tout simplement parce que nous sommes jour des élections, on ne peut pas parler de politique. Donc, je profite de cette circonstance pour vous éclairer parce que vous le demandez et ce sera votre émission parce que l'antenne sera ouverte, vous aurez des questions à poser, vous allez pouvoir bien entendu, les poser. Alors, je parlais dans la première partie de mon intervention, de la formation. J'espère, je ne suis pas, je dirais, totalement fait du contenu pédagogique en matière de formation agricole dans le lycée ou encore dans les missions familiales ou rurales. Je suppose que parmi vous, téléspectateurs, il y a des enseignants, il y a des professeurs, il y a des formateurs. L'antenne sera ouverte. Vous pouvez aussi porter votre contribution à l'excellence de cette émission, qui est assez particulière. Alors, je parlais de formation des jeunes. J'estime, pour ma part, au regard de ce que je constate, quand je vois un jeune qui sort du lycée, qui s'installe, je dis qu'il est urgent, il est important que ce jeune puisse connaître, puisse savoir, soit conscient en tout cas, qu'il va évoluer dans un univers qui est l'univers du numérique. Et que par conséquent, il aura à travailler sur son espace, sur quelque chose de personnel pour son dossier PAC, politique agricole commune. Il a chaque année, et le dossier PAC, en fait, c'est comme si, là, il y a ce que j'appelle les fondamentaux. C'est-à-dire, vous, on apprend à vous connaître, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce dossier-là. Vous terminez une formation, vous arrivez à opérer dans une activité agricole, eh bien, il faut savoir que dans l'exercice de votre activité d'agriculteur, d'exploitant agricole, eh bien, ce n'est plus comme avant. Hein. Vous devez connaître, au moins connaître l'existence de ce dossier PAC, et de son importance, et de son contenu et de son importance pour vous. Son contenu, eh bien, savoir d'abord qu'on va vous voir, qu'on vous connaisse, votre nom, votre banque, tous ces trucs-là. On va connaître aussi votre exploitation. On va connaître qu'est-ce que vous faites, votre exploitation, à travers un élément fondamental. J'ai beaucoup parlé de cet élément-là, de cette déclaration de surface agricole. J'en ai insisté beaucoup. C'est très important. Ne négligez pas ça. Que vous puissiez connaître votre déclaration que vous puissiez procéder, ou du moins faire, ou en tout cas comprendre ce que c'est qu'une déclaration de surface. Très bien. Et aussi, également pour vos cheptels, que vous puissiez voir votre cheptel dans votre espace, n'est-ce pas? Et que vous puissiez aussi connaître les paiements qu'on vous fait. Parce que quand on vous fait, c'est dans votre espace que vous allez savoir que pour ceux qui considèrent le courante, eh bien, qu'on va poster, l'administration va poster son courrier sur les montants qu'on a versés pour vous sur votre compte. Il faudrait, donc, je pense très sincèrement qu'il est important, si ce n'est pas fait, parce que je me pose la question
l'existence même de ce contenu dans le parcours du jeune. Ce n'est pas seulement planter, cultiver, agriculture, ce n'est pas seulement planter, récolter, c'est pas ça. Hein. Il y a un volet administratif qu'il faut aussi maîtriser. Que l'on puisse apprendre à ces jeunes-là, un moment dans leur cursus de formation, eh bien, vous serez confronté à ce qu'on appelle le dossier PAC. C'est quoi ça? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? De manière à ce que, quand il arrive en exercice, il s'installe, eh bien déjà, il sait ça, il connaît. Peut-être qu'il peut ne pas amener il peut ne pas travailler régulièrement là-dessus pour ce qui concerne les déclarations de surface, parce que c'est un aspect relativement technique. Hein. C'est technique qui peut, mais au moins il peut comprendre, n'est-ce pas? Parce que même pour toutes les aides, vous avez, on se réfère. C'est à la fois cet élément-là qui est la déclaration de surface, n'est-ce pas? Donc la campagne est ouverte maintenant. C'est un élément qui vous permet en quelque sorte, je l'ai dit qui permet de vous connaître bien, mais qui dans la constitution de certains dossiers, il vous est réclamé un certain nombre d'informations concernant cette déclaration de surface. En particulier, bien entendu pour les aides, hein, qu'on puisse connaître, que vous puissiez dire, eh bien, sur quelle parcelle vous faites quoi, ceci, cela, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous avez sur telle parcelle, le code culture, quelle culture que vous faites, que l'on puisse connaître vos parcelles, vos îlots, etc. C'est extrêmement important. Connaître aussi la surface, parce que connaître une parcelle, c'est connaître la surface de cette parcelle, connaître la situation précise de cette parcelle-là. C'est-à-dire, dans l'exploitation que vous avez, on doit pouvoir situer cette parcelle au nord, au sud, etc. Quelle est sa surface? De manière à ce que, lorsque vous allez demander des aides et que vous dites que voilà, vous exploitez tel endroit, que l'on puisse aller voir si effectivement ce pourquoi vous demandez l'aide, effectivement, est-ce que vous avez ça de votre exploitation. Et nous arrivons tout à l'heure à quelque chose qui concerne l'indemnisation, les dossiers de déclaration de dommages agricoles qui ont commencé du 19 avril au 31 mai. Eh bien, la téléservale pour la sécheresse 2021. Alors, vous voyez que là, on réclame aussi des documents sur cette déclaration de surface. Alors, vous vous imaginez que lorsque il y a un agriculteur, un exploitant agricole, il ne comprend pas grand-chose. Pas seulement lui, hein. Même dans les institutions, je vois ça. Quand des fois, ça m'est arrivé l'année dernière de me déplacer, d'aller dans l'institution qui va instruire les dossiers, notamment la DAF, de voir aussi des présidents de groupement. Je ne vois pas un administratif, hein. Je vois un président de groupement qui vient déposer son dossier. Et quand ces dossiers, parce que c'est pour plusieurs agriculteurs, et quand il arrive devant l'agent de la DAF, on lui dit oui, mais il n'y a pas ça, il y a déclaration de surface. Mais le président, très souvent, de groupement, c'est un homme de grande qualité, ce sont des hommes de grande qualité, mais malheureusement, dans les trucs administratifs, ce sont des agriculteurs aussi. Des fois, ils sont dépassés. C'est un problème. Donc. Alors, des fois, il se met d'un petit côté, il essaie de remplir les choses, mais souvent, il ne maîtrise pas ça, c'est pas sa faute. Mais enfin, c'est comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il est important de former, d'introduire au niveau de la formation initiale un contenu qui répond aux exigences du temps, à la modernisation du secteur, en particulier à l'intrusion de tout ce que l'on a en matière de numérique. Si cela n'est pas fait, parce que à l'époque, en 2008, eh bien, cela n'existait pas, et que je m'étais proposé, en tout cas, j'avais avancé l'idée de faire des choses dans ce domaine. Alors ça, c'est pour la formation des jeunes, nous y sommes. Il y a des choses, et également dans les maisons familiales rurales. Il y a des présidents de maisons familiales rurales qui peuvent aussi intervenir pour en parler. Il faut être conscient que l'agriculture est moderne maintenant. Et les aides qui sont tant attendues par les installés, ces aides sont des aides qui viennent de l'Europe, d'Europe, et qui transitent, enfin d'Europe et France, hein, parce que l'Europe ne fait pas toutes les aides. L'Europe et France, une partie n'est pas autant payée par l'Europe, une fait partie, 15-20% des fois, payée par la France. Alors, ces aides-là, quand on les fait, on introduit la dose de modernité dans la constitution, la gestion de ces aides-là. On ne vous attend pas. Hein. Donc, si ici,
nous ne préparons pas nos jeunes, pendant leur cursus de formation, à maîtriser les outils, qui sont des outils quelque peu fondamentaux pour les instances qui conçoivent et qui fixent le montant, le traitement de l'aide, mais forcément, vous êtes en décalage. Nous sommes en décalage, et qu'est-ce que nous disons? C'est compliqué, c'est trop difficile à monter, c'est trop comme ça, c'est trop comme ça. Mais c'est parce que nous avons du retard. Ça, c'est un fait, c'est certain, il faut le signaler. L'autre élément, toujours dans l'aspect de la formation, il y a aussi l'encadrement. Parce que je parlais d'encadrement, et quand je parle d'encadrement, je parle d'encadrement même dans des agriculteurs, mais aussi assuré par le personnel des institutions. Parce que ne perdons pas de vue que les exploitants agricoles, ils cotisent aussi pour leur formation. C'est pourquoi ils se posent. Moi, je m'interroge. Ils cotisent pour la formation. Ils cotisent où? Ils cotisent Vivea. Mais quand on cotise Vivea, c'est bien pour prendre les sous de Vivea qu'on a cotisé et faire financer des formations pour les gars. Moi, quand je vois des gars qui ne comprennent pas des choses, je me dis, mais qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi on ne met pas en place des formations pour ces bonhommes-là, n'est-ce pas? Et de plus aussi, il y a aussi, ça c'est le fait, faut pas, on critique souvent des structures de conseil qui n'ont rien à voir, des petites structures qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en France, là, n'est-ce pas? Eh bien, ces structures sont là. Ce sont des ingénieurs, ce sont des gars qui ont doctorat, ce sont des masters. Eh bien, travaillez avec eux, n'est-ce pas? De manière à aider. Ce n'est pas... c'est le secteur que vous aidez, n'est-ce pas? De cette manière-là. Donc, il y a des opportunités. Je parle de Vivea parce que toute agriculture contribue d'une certaine manière à la formation par les fonds Vivea. Il appartient aux institutions ou à l'institution en question bien visée de mettre en place des formations pour cela. Et c'est le rôle un peu de l'administratif d'éclairer quand il s'agit d'organismes bicéphales, d'organismes bicéphales, d'éclairer le président sur cela, lui dire, bon, voilà, c'est cela. Alors, l'encadrement du personnel. Là aussi, j'ai à formuler un certain nombre de remarques, de constatations. Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai vues, aussi sur lesquelles je me suis beaucoup interpellé. Vous savez, quand un exploitant agricole, il arrive, par exemple, pour faire une déclaration qui est une déclaration courante. Prenons le cas un peu dans le domaine de l'élevage. L'élevage bovin, l'élevage caprin. Il y a des documents qu'il doit remplir pour respecter l'organisation, les règlements du dispositif, du système en place. Eh bien, très souvent, il ne sait pas remplir ces documents-là. Moi, j'ai emmené ici un document connu par les agriculteurs, qui s'appelle un document de mouvement, déclaration de mouvement. Moi, je vois souvent des agriculteurs qui arrivent avec ça. Eh bien, il manque une notation là-dedans. Eh bien, le bonhomme, au lieu peut-être de remplir tout simplement le document, lui dit, bon, écoutez, poser des questions, remplir le document pour lui, on lui dit tout simplement, il manque type racial. Type racial, c'est un code. Des fois, il ne connaît pas le bonhomme. Mais il faut lui dire que voilà, vous avez oublié de mettre d'annoncer le type racial, d'écrire le type racial. Le type racial, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez donc rempli pour lui? On voit des fois qu'il y a aussi des erreurs de date d'entrée, de date de mouvement. Eh bien, très souvent, je relève aussi que quand j'ai l'opportunité de voir ça, il se sent très souvent, l'exploitant, mal à l'aise. Parce qu'il est reçu, il ressent ça des fois comme une sorte d'humiliation et qu'il est pénalisé, il est mal vu parce qu'il apparaît comme peut-être un couillon. C'est pas bien de faire ça. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'encadrement qui est aussi, qu'il faut souligner. Et puis, autre chose aussi, nous avons dans les institutions, des administratifs qui travaillent. Il y a des choses qui se font sur lesquels, bien entendu, on doit s'interroger. Je viendrai directement, toujours pour ce qui concerne les déclarations de mouvement en matière d'élevage,
achat, sortie, mortalité, pension, ce sont les codes mouvement. Et ça, c'est réglementé par des textes. C'est un arrêté ministériel qui fait ça. C'est réglé, c'est le code rural qui définit comment vous devez faire procéder aux enregistrements concernant les mouvements par exemple, de votre cheptel, de vos animaux. Eh bien, les codes, des fois, ne sont pas connus. L'agriculteur ne m'étant pas. Moi, j'ai entendu une fois dire à un agriculteur, eh bien, quand c'est achat, vous mettez A, quand c'est élevage, vous mettez E, quand c'est mortalité, vous mettez M. Alors là, il y a un chiffre P qu'on vous met, pas occupé de ça. Pas occupé de ça. Ça veut dire pension. Mais j'étais sidéré. Pension, dans le langage français et européen, pour des animaux, il y a dit ça à nous, quoi nous voyons bœuf, quoi nous voyons cabrit. C'est-à-dire qu'on vous parle au péril en France, pour stat, n'importe quoi, vous avez un cheptel, vous allez mettre le cheptel en pension chez quelqu'un. Il y a un code qu'il a. Mais malheureusement, j'ai pu constater que ce personnel d'encadrement, il ne savait pas peut-être faire l'ajustement entre la terminologie française, nationale, et la terminologie vernaculaire, du local. C'est-à-dire, il faut dire pour ça, c'est là où nous sommes bêtes, où on mettait là, puis il ne peut pas vendre, pour savoir que c'est qui est responsable de lui. Et qu'elle dit, il n'y a fait. Donc voilà, quand j'en parle, je dirais, d'encadrement, c'est ça. L'encadrement aussi se retrouve dans ce que j'appelais aussi les OCZ. Voyez-vous, hein. Je veux dire par là que, comme je reviens là-dessus, hein, comme quand vous avez, ils sont subis à des contrôles, des fois c'est drastique, hein, de contrôle, eh bien, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Il y a ceux qui me disent, oui, mais en fait, demande en moins à un tel organisme. Ça peut être une SICA, ça peut être un groupement, ça peut être même la chambre. Ils me disent, oui, mais c'est moi, et si moi, je ferais, par exemple, l'institution là, puis ils peuvent venir un monde pour assister à un contrôle en moins. Alors, je dis, mais non, c'est pas la peine. Je lui dis pourquoi c'est pas la peine. Parce que l'organisme même où vous avez déposé la demande, il est reconnu à bénéficier de la part de la DAF, du label, en fait, en bénéficie du dispositif OS, c'est organisme de service. Comment voulez-vous que vous êtes organisme de service, c'est la direction qui vous a donné ce privilège-là, d'être organisme de service, vous allez pouvoir aller assister quelqu'un pour dire à l'organisme de service ce qu'il fait n'est pas bon. C'est fait. Donc voilà. Donc quand vous allez faire une demande quelque part, il faut bien savoir que si vous êtes en difficulté, ce n'est pas l'organisme de service qui va envoyer quelqu'un pour aller dire à son donneur d'ordre, et celui qui l'a établi comme organisme de service, de dire ce que l'organisme de service a décidé, ce que l'instance hiérarchique a décidé, que ça, il fait là pas bon. Donc il faut être très très prudent à ce niveau-là. Je précise qu'en 2018, lorsque, dans le cadre de mes fonctions de création de mon activité, eh bien écoutez, c'était en 2008, mais en 2018, ce qui s'est passé, bon, bien entendu, j'étais reçu au service économique, n'est-ce pas ? Parce que je proposais un produit, un dispositif pour appuyer la politique de l'État en matière d'aide. J'étais reçu par une personne bien connue de service économique. Qu'est-ce qu'on m'a proposé ? On m'a proposé de venir au OS. J'ai eu le courage de dire, mais non, je préfère... Je ne suis pas partant pour être OS, organisme de service. Parce qu'en étant organisme de service, je ne pourrais pas, comment dirais-je, défendre mes mandants. Ceux qui me donnent mandat de faire, je ne pourrais pas défendre, puisque si on m'organise de service, pourquoi on révise tout ça, ça qu'on fait là-bas, bon alors. Mais non, je ne pourrais pas faire ça. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas OS, mais j'assure la couverture, l'encadrement de mes mandants, que sont les exploitants agricoles. L'organisme de service, c'est une demande qu'on vous fait un peu banale. On vous donne ça chaque année, c'est renouvelé. Et il y a un certain nombre d'institutions qui ont ce... Je comprends quelque peu les difficultés qu'il y a. Donc, il y a ce problème aussi d'encadrement qui se pose pour le monde du secteur agricole, pour les acteurs. Et aussi, nous sommes aussi à l'accompagnement des installés.
ceux qui sont déjà installés sur place. Alors, il faut préciser, c'est aussi le cas de le dire, que sur le plan purement, si on se met dans le plan technique de culture, technique de machin, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens. Je ne porte pas tellement, mais difficile de porter vraiment un jugement là-dessus, tout simplement parce que je n'ai pas de formation, je ne suis pas ingénieur agronome, n'est-ce pas? Quand un agronome, moi j'ai des amis qui ont le cabinet de conseil, qui interviennent, ce sont des ingénieurs. Voilà. Qui m'appellent pour des aspects peut-être de l'administratif qui ne maîtrisent pas, voyez-vous. Hein. S'il y a ça. Donc, je vais vous dire même aussi, même certains, je dirais, par exemple, le domaine juridique, cabinet d'avocat. Un avocat qui traite un dossier, qui relève de l'agriculture, des fois, il a besoin, il peut avoir un support important qui est la déclaration de surface. Il peut avoir besoin de ça, mais il ne connaît pas ça. Il va vous demander une notation, un résumé, ou du moins des précisions sur cela. Il va vous demander, par exemple, des précisions. Que signifie, par exemple, un livre de bovin? Il faut se méfier. Hein. Quand il y a des situations de conflit, eh ben, les avocats qui sont bien affûtés pour défendre leurs clients, les habitants, quand ils ont des pièces, ils maîtrisent les pièces, voilà. Vous allez vous venir dire dans un problème que voilà, vous êtes éleveur, votre bête était là, était attachée là. Là, vous pouvez trouver en face de vous un avocat qui va tout simplement vous demander, eh bien, vous êtes agriculteur, donnez-moi vos papiers, vous représentez votre numéro de cheptel, donnez-moi votre livre de bovin, donnez-moi le numéro des bêtes, pour vérifier si les bêtes qui étaient là, c'était à vous. Voilà. Mais là, on peut déstabiliser votre dossier. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des métiers il y a des évolutions dans la profession. Moi, je découvre ça régulièrement. Hein. Il y a les métiers évoluent. C'est pareil que même le domaine technique aussi. Quand il y a des estimations à faire sur des exploitations, on appelle un expert. Agréé en la matière, on va appeler Gabon, par exemple. Je connais. Lui, sur son domaine, il va faire l'exploitation. Il va évaluer, il va faire tout ça. Donc, tout cela pour vous dire que la question de l'encadrement, même des installés, c'est une question aussi qui est importante même au-delà de ça, hein, parce que je viens d'évoquer cette question du monde juridique, des experts, tout ça, c'est pour vous dire aussi que cela, c'est très profond. Alors, la question de l'accompagnement, je vais insister un petit peu sur les GFA, les groupements fonciers agricoles. Je l'ai déjà dit lors des émissions antérieures, les groupements fonciers agricoles relève de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, et mon ami dimanche ici qu'on connaît, notre ami René Bouchon, on a échangé là-dessus une fois, entre nous en duo. Vous savez que c'est un dispositif qu'on a créé au moment où, après la réforme foncière, c'est pour protéger les terres, on a décidé de créer des GFA et d'installer des agriculteurs sur ces terres-là. Et aussi, dans la même foulée, on a créé aussi ce qu'on appelle des SICA. Tout ça, c'est des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir accompagner le secteur agricole, les SICA. Et force est de constater, maintenant, quand on regarde, on fait l'évaluation de ces dispositifs, à savoir les GFA et aussi les SICA, je dirais certaines SICA, Sociétés d'intérêt collectif agricole, personnellement, j'ai à dire. Quand je suis sollicité par XY pouvoir, j'observe des choses. Et ne perdez pas votre fil quand même, hein. Il y aura des appels tout à l'heure, vous pouvez pouvoir poser des questions. Je vois par exemple, au niveau d'une SICA, un agriculteur qui a planté, je le disais, 7 hectares de canne. Donc, quand vous plantez 7 hectares de canne, 2018 par exemple, vous devez bénéficier, si tout est fait en règle, hein, la qualité, la nature de la canne, vous avez pris la canne, etc., la préparation, tout est fait bien. Et un dossier qui est monté, normal, devrait être monté. Et que vous devez bénéficier d'une aide de replantation. Vous devez ça, c'est que tous les planteurs de canne savent ça, vous avez une aide de replantation. Mais il arrive des fois, que l'aide
Quand les agriculteurs attendent, ils n'ont pas d'aide. Moi, j'ai connu ça. J'ai vu un agriculteur avec qui on échangeait. Bon, j'ai essayé d'intervenir en sa faveur à ce moment en adressant un courrier au machin, voilà, à la direction de ce gars-là. Mais le bonhomme, cet agriculteur, il n'a pas perçu ses aides. Il n'a pas perçu ses aides. Et quand même le courrier qui a été adressé, non pas en tant que personne qui assure son encadrement, je n'assurais pas son encadrement. Il est venu me voir, moi j'ai fait comme si c'était lui qui écrivait, il a signé la lettre, puis la lettre il a signé, et il a posé un certain nombre de questions au directeur de la SICA. Il n'a pas eu de réponse. Courrier recommandé. Il n'a pas eu de réponse de courrier. Alors moi je lui ai dit, mais comment on va contribuer dans ce cas-là? Mais il y a des prélèvements qui sont faits pour lui. Il n'a pas eu de réponse. Je ne dis pas que toutes les SICA sont pareilles. Mais là, moi j'étais surpris. Je vous dis ça très sincèrement, je le dis. J'étais surpris parce que je sais que toute lettre mérite réponse, mais on fait un courrier recommandé, on répond. Ah oui, il faut répondre quand même à la personne. Qu'est-ce qu'il était demandé à la SICA? Que l'on puisse donner l'indication sur le... C'est d'abord, est-ce qu'on a... Le mécanisme, le dispositif a été mis en place, a été mis en place, il est fait pour ce qui concerne tel éleveur, pour cet éleveur en matière de... Le dossier a été préparé pour la déclaration de surface. C'est ce qu'on demandait. On demandait ça pourquoi? Parce que tout simplement, les renseignements pris auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt précisaient que rien n'était arrivé à la DAF. Alors, si on vous dit que rien n'est arrivé à la DAF, il faut revenir vers l'organisme qui vérifie, qui monte et vérifie la complétude du dossier pour demander des questions. Si vous avez transmis, à l'époque, on avait dit c'était là, il y a un problème entre la région et les services de l'État, mais que vous puissiez au moins dire, oui, vous l'avez adressé à tel organisme, et que vous puissiez donner copie du bordereau d'envoi. C'est ce que l'administratif, le conseil qui encadre l'agriculteur doit faire. C'est ce qu'il faut faire. Demander photocopie, copie du bordereau d'envoi. Et avec ce bordereau d'envoi, vous allez voir l'organisme où on vous dit qu'on a envoyé le document, qui doit vous répondre, puisque quand un document arrive dans une administration, il y a un service de réception qui a une note, il y a un numéro qui est fait, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de ce courrier? Mais c'est ça, quand le courrier avait été adressé à la SICA en question, c'était tout simplement pour demander ce renseignement et savoir où il y a eu, entre guillemets, il se pose la question de la responsabilité, la faute. Et à partir du moment où on arrive à identifier le dernier destinataire qui n'aurait pas ou qui n'a pas traité le dossier, eh bien, gentiment, on n'est pas obligé d'aller dans une procédure, mais dans un accord, il faut procéder à une indemnisation. Il faut procéder à une indemnisation, c'est-à-dire l'institution en question a une couverture responsabilité civile, vous allez déclencher votre responsabilité civile pour payer les 6 000 € que vous devez payer à l'agriculteur. Mais ça se fait de personne à personne. Ce n'est pas la peine de se fâcher, c'est de ramener l'institution. Mais ça, ramener l'institution à la vérité pour que, tout simplement, on puisse voir que, voilà, il y a une personne, il y a un acteur de l'économie, qu'est l'exploitant, qui a été lésé dans ses relations avec avec l'institution, le partenaire, ou d'ailleurs l'institution où il fait partie, puisqu'il cotise, il a été lésé, eh bien, il faut qu'il y ait une couverture, qu'on puisse l'indemniser à propos. Eh bien, malheureusement, il n'y a jamais eu de retour de courrier de la part de l'institution. Il n'a rien reçu malgré son courrier. Moi, j'estimais tout cela très incorrect, et je dis que il y a véritablement un problème d'encadrement qui se pose à ce niveau-là. Il n'y a pas aussi que cela. Je vais citer aussi des fois... Vous savez, chaque année, on réclame aux exploitants pour bénéficier des aides, que ce soit aide transport, que ce soit aide transport, toutes les aides, ICHN, aide transport, aide bagages, etc. On vous réclame chaque année, en début de campagne, de fournir un certain nombre de pièces. Notamment, on va vous demander de fournir, bien entendu, il y a le RIB, généralement on demande, et puis situation fiscale, que vous ne devez pas de l'argent au fisc, mais vous pouvez le voir au fisc, mais il y en a contre vous. C'est-à-dire, je dis à l'exploitant que
que je dis à l'exploitant qu'effectivement, bon, il faut qu'il puisse régulariser sa situation vis-à-vis du fisc, vis-à-vis de la sécurité sociale. Eh bien, il faut le faire. Il faut que vous ayez une comptabilité, que, en fait, ces documents-là, très souvent, c'est le comptable qui vous le donne. Parce que le comptable, il a votre code d'activation, et c'est lui qui s'est entré dans votre dossier pour demander les pièces et pour vous transmettre les pièces. Donc, s'il y a un problème, il peut tout à fait intervenir. Mais il faut que vous ayez, quand vous êtes comme ça, c'est vous-même qui faites vos démarches, il faut faire la déclaration de votre revenu, que vous puissiez, le moment venu, produire une attestation comme quoi vous êtes, justifiant que vous êtes en règle vis-à-vis des impôts. Ça ne signifie pas que vous ne devez pas, mais vous avez pris un accord dans la mesure du possible. Et vis-à-vis de la sécurité sociale. Et c'est avec ces papiers-là qu'on va vous demander. Mais il y a des personnes qui ne produisent pas ces papiers parce qu'ils sont en difficulté, ils sont en grande détresse, mais il y a aussi des institutions qui reçoivent ces papiers-là, et des fois qui ne transmettent pas rapidement à l'organisme instructeur qui est la DAF. Et le pauvre, lui, quand il attend, il ne reçoit rien. Et on lui dit oui, mais vous n'avez pas envoyé ceci, vous n'avez pas envoyé cela. Donc tout cela, ça relève de l'encadrement. Et je dis, sur ce point-là, pour le problème de l'encadrement du secteur, moi je suis là je fais aussi une veille sectorielle, c'est-à-dire dans mes relations, je vois des choses et j'observe des choses. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très bien. Et aussi, ce concernant les décomptes en période de campagne. Vous savez, il y a des personnes qui reçoivent un document, Nous arrivons aux appels tout à l'heure. Hein. Il y a ceux qui reçoivent des documents et qui reçoivent des documents où on leur dit, voilà, des pièces pour leur récolte. Mais très souvent, ils ne comprennent pas le document. Combien quand nous virer, combien quand nous planter, qui me habiter, ils ne comprennent pas grand-chose, les bonhommes. Il m'est arrivé d'accompagner certains vers les SICA pour essayer de comprendre, mais j'observe très bien qu'il y a un problème. Bon, c'est quand même des éléments qui n'y a pas lieu d'ouvrir ici, d'entrer dans le détail là-dessus, mais je vois que ce n'est pas évident. Alors, on me fait signe qu'il y a quelques appels. Nous allons prendre vos appels sur la question du jour. Voilà, merci. Je suis donc à votre écoute. Oui, M. Zemmour, bonjour. Bonjour à vous. M. Zemmour, pourquoi toute cette mauvaise volonté, ces freins, c'est l'agriculture guadeloupéenne? Pourquoi, expliquez-moi pourquoi, M. Zemmour, cette mauvaise volonté, ces freins, ces difficultés, c'est l'agriculture de la Guadeloupe? C'est mauvaise volonté. Oui. Donc, vous avez posé votre question, hein? Oui. Ouais, je vais répondre, je vais tenter de répondre. Merci. Vous direz pourquoi cette mauvaise volonté? C'est la question que vous posez. Je vais pouvoir vous répondre. Je me demande, c'est aussi une question que je me pose, peut-on parler véritablement de mauvaise volonté? Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas là, je ne peux pas déjà incriminer les acteurs. Comme ça, je ne peux pas dire que quand on est dans une institution, on est à la tête de l'instance politique, on est à la tête d'un instance administratif, donc on est directeur ou on est président, et qu'on arrive dans la fonction avec de mauvaises intentions. Je ne peux pas dire ça. Je peux pourtant dire que quand on a des responsabilités, que ce soit politique dans des instances agricoles, que ce soit administratif dans les instances agricoles, à tous les niveaux, direction générale, cadre intermédiaire, etc., jusqu'à personnel d'exécution, eh bien, il faut bien faire son job. C'est la conception que j'ai du travail. Il faut bien faire son job. Et lorsque vous êtes dans un système, administratif, vous êtes confronté des fois à des problèmes de management. Il n'y a pas une fluidité de management. C'est-à-dire, vous qui êtes directeur général, vous donnez des ordres à ceux qui collaborent avec vous, qui dépendent de vous, qui donnent des ordres au personnel d'exécution, eh bien, les choses ne marchent pas. Il faut trouver les moyens pour que les choses aillent bien, de manière tout simplement que les destinataires, quand il s'agit de services publics, bénéficient dans des meilleures conditions de ce service public-là. C'est pourquoi je veux vous dire que je ne pense pas véritablement de mauvaise volonté. Il y a aussi,
certainement la question aussi de l'encadrement, on l'a évoqué, de la formation des acteurs aussi, mais aussi des gens qui sont là pour accompagner le développement sectoriel. Il y a ce problème aussi important. Le problème on vous dit la formation, c'est toute la vie. Alors, on parle de formation continue, n'est-ce pas? Et il y a aussi le sens de responsabilité quand on est en mission. Quand vous assurez, on assure l'encadrement, un encadrement sectoriel, c'est-à-dire des acteurs qui sont dans le secteur, eh bien, il faut que vous sachiez déjà, si on veut parler de la Guadeloupe, que c'est la Guadeloupe. Que c'est la Guadeloupe, voyez-vous. Je vais vous dire que moi, par exemple, quand moi j'exerce mon activité de conseil auprès de mes clients, qui me paient, bien entendu, et des fois j'interviens, je suis payé 18 mois après. Hein. Le gars, c'est quand il a touché ses aides qu'il va payer, hein. C'est comme ça. Hein. Qu'on n'aille pas regarder ce que gagne le prestataire ou le service qui fait son travail et qui... N'est-ce pas? Qu'on n'aille pas regarder ça, qu'on regarde le travail, ce pourquoi on vous a mis dans ce poste-là. C'est ça. Et c'est ça que souvent nous appelons un peu maladroitement ou adroitement cette politique de Fandjou. C'est-à-dire, garder comme il s'est fait, garder comme il s'est pas fait, mais en même temps, ça, on y a fait, là, on pas fait. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu tout cela. Ce n'est pas forcément, je dirais, de manière intentionnelle, une mauvaise volonté de faire. Non, mais c'est quelquefois une négligence, une négligence aussi, problème aussi de la formation de beaucoup de cas. J'en parle, hein, moi je dis ça très souvent parce que je vois des choses des fois qui... Peut-être aussi quand lorsque vous êtes en responsabilité dans des postes donnés, vous êtes attaqué par le virus de la cécité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas. Le virus de la cécité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas. Ou pas vrai, rien encore, parce que tous les mois, ou ni salaire va tomber, et que bon, le dossier ne s'est pas traité. Bref, moi je vois des fois des personnes pour lesquelles, bon, des dossiers sont en rouge. Je vois des dossiers, par exemple, eh ben, surtout des dossiers de déclaration de surface. Bon, vous voulez vous lever des fois, je vais vous dire, des fois vous allez à 3 heures du matin, hein, parce que, vous savez, c'est vous qui avez. Et c'est pourquoi je suis très attaché à la liberté. Je ne cesse de le dire, vous l'avez ressenti dans mes émissions. Je suis très attaché à la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté d'engager. Parce que je sais que très souvent, que ce qui se passe très souvent, lorsque vous vous adressez à certaines, des fois, personnes dans des institutions, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Je dis, bon, eh bien, moi, il vais rattraper. Hein. C'est normal, ils ont les gars travailler. Voilà. Mais vous, quand vous êtes au four et moulin, vous avez assumé votre responsabilité, vous avez un dossier qui vous emmerde, vous êtes obligé de vous lever, peut-être à 3 heures du matin, parce que vous avez d'autres obligations. Après, en tout cas en ce qui me concerne, eh bien, il faut faire le travail très tôt, de manière à ce que cela ne génère pas du retard dans ce que vous avez, de ce qu'il y a à faire après. Donc c'est une chose qui est extrêmement, je dirais, importante de signaler, que ce n'est pas forcément la mauvaise qualité. Mais je crois qu'on peut remédier à ces éléments-là. On peut remédier d'abord par une prise de conscience. Il faut, quand je dis il faut, c'est une manière de dire, mais il est nécessaire que dans tous les organes qui contribuent au développement sectoriel, par exemple du secteur agricole, ça peut être aussi d'autres secteurs d'une entreprise, il faut qu'il y ait un engagement très fort, un sens de responsabilité pour accompagner ceux qui sont là. Accompagner, restant à leur disposition pour, en cas de difficulté, qu'ils puissent toujours s'en sortir. Sinon, on sombre dans l'immobilisme et forcément, quand on sombre dans l'immobilisme, on se trouve dans l'obligation de faire du réparatif, ensuite du curatif. C'est pas, on répare et ensuite on va essayer de guérir. Mais ça, entre-temps, eh bien, le mal est fait. Donc, dans le secteur, sur la question qui nous intéresse, le secteur qui nous intéresse, n'est-ce pas, je parle de ces difficultés, de ces problèmes-là, parce que j'ai pu, peut-être, avec un minimum de clairvoyance de l'esprit, observer, réfléchir, observer, et quelquefois, j'arrive à la dénonciation. Mais la dénonciation n'a pas de sens si elle n'est pas suivie de l'énonciation. C'est-à-dire, on peut dénoncer des choses, mais aussi,
il faut être en mesure, dans certains cas, de proposer. Et c'est pourquoi je le dis, que je connais des amis qui sont aussi dans le domaine d'encadrement du secteur agricole, n'est-ce pas? Ils n'attendent pas forcément, peut-être ils dénoncent, mais ils attendent aussi, ils veulent proposer dans des forums, et proposer, faire des propositions sur des questions pertinentes. Donc, tout cela, c'est nécessaire. Le secteur en a besoin. Et si nous voulons réussir ce secteur agricole, on parle beaucoup d'agro-transformation. L'agro-transformation, c'est la voie de la modernité. On ne va pas rester toujours accroché à des produits, je dirais, des produits de base. Il faut assurer leur transformation. Il faut aller vers des pays, comme je le dis, qui ont un degré d'ouvraison de plus en plus avancé vers des produits finis. Et cela se passe par la transformation. Et cette transformation sera entre les mains, bien entendu, du secteur secondaire. Parce que le secteur primaire va produire les produits de base et le secteur secondaire va assurer la transformation de ces produits. Et ces produits-là iront dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services qui vont les commercialiser. La question qui se pose pour l'agriculture, c'est que est-ce que le secteur secondaire qui va émerger sera entre les mains des acteurs du secteur primaire? Est-ce que ce sont les secteurs du secteur primaire, c'est-à-dire le monde agricole, les agriculteurs, qui vont créer en place un secteur secondaire, n'est-ce pas? Et ils seront les principaux acteurs de ce secteur-là. Parce que souvent, on parle de rétribution. Rétribution sur investissement. Vous savez, souvent, on critique tous ceux qui investissent, comment disons ça? Ceux qui reçoivent les royalties, là, les hommes de la finance. Ben, écoutez, si vous êtes dans le secteur secondaire, c'est vous qui contribuez, qui financez. C'est normal que vous ayez des rétributions sur les résultats obtenus. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut que le secteur primaire, que le secteur agricole, tel que nous le voyons, eh bien, soit aussi un acteur qui pense, qui réfléchit, qui contribue à l'émergence de cette agro-transformation qu'est le secteur secondaire, n'est-ce pas? Et ensuite, pour la commercialisation des produits issus du secteur secondaire, que nous ayons des services, il y a les GMS, il y a les petits commerces, voilà, qui assurent Et il faut consolider à chaque niveau de cette architecture, primaire, secondaire, tertiaire, il faut qu'il y ait des acteurs pertinents, des acteurs efficaces. On voit maintenant pousser des structures, par exemple, qui commercialisent des fruits et légumes. Eh bien, ces gens-là aussi, il faut former, faire la formation à ce niveau-là, de manière que nous ayons, dans l'organisation de ce circuit de distribution, une efficacité accrue, une grande efficacité pour protéger nos marchands, parce que ça, notre marché local, parce que sachez très bien que lorsque vous êtes efficace, vous êtes compétitif, vous êtes bien organisé, on ne peut pas, comme cela, pénétrer votre secteur avec des produits importés. Voilà un petit peu. Il y aurait d'autres questions? Je vous en prie. Oui, merci. Allez, bonjour. Bonjour à vous. Allô? Allô, je vous écoute. Oui. Merci, oui. Mon cher, en cas de force italique, l'autre collègue là, enfin, oui. tous les clics. D'accord, merci bien. Même si on parle là, mais merci. Mon qui cadé, capé, payo, vrai, en cas de force bazot. Et moi, en cas de putain, mais si vous dites pas te mettre nom conjoint pour te éclairer aussi, ça qui cap, et le gars pour piquer piquer yo, donc aller yo pour piquer piquer yo, mais yo quand piquer là quand même. Voyez bien, quoi, voyez bien. Yo quand déshonorer les autres, yo quand détourner les autres. Et pendant ce temps, bon Dieu a dit yo mi allez, mais mi envoyer bah. A dit yo mon ça la Guadeloupe, merci pour très peu qui t'y n'a dans l'autre. Très très bien. Ou quoi rien qui commune? Moi ça moi c'est vrai que la paix pour cette Guadeloupe, pardon. Hein? Nous marchons charrette à bête, nous marchons à pied, nous marchons tout genre. Et c'est ça, nous pas qu'à voir, c'est mon ça. Côté comment c'est bon pour ton témoignage pour la Guadeloupe, c'est soit il a tremblé ou bien il a tremblé. En très content Parce que nous trop avec. Et c'est pourquoi mon Dieu dit, si mon peuple s'humilie, hein, nous pas qu'à humilier nous. Quand on vient qu'à venir, à pas ils sortent en fin d'études, vous sortez en primaire, vous sortez en 3, 6, vous sortez en 7, 9, vous sortez l'ANA. Parce que vous savez,
depuis on a posé pied là, il pas oublié pour couler, il va pas venir, il savait son travail. Bon, nous va pas encore. Nous va parler en l'homme qui répond pour les habitants. Oui. Ouais, merci mille fois. Quoi, qui commune? Moi, c'est bon pour lui. Ah ben très bien. Grand bonjour pour lui. Grand bonjour pour lui. Eh oui. Grand bonjour à la Guadeloupe. En 80 par monsieur Negabe Flag, on va parler là. Eh ben. Mon agnien. Oui. Mais quand on cherche ces gens-là, on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver. Eh bien, à qui répondre déjà, merci pour l'appel là. Et sur un aspect de la question, vous parlez très souvent, nous sortis là, nous ne pouvons pas, nous, ces grands monde, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas aider pour le monde. Eh bien, en cas de mon bide, je réponds en langue en nous. Ça va dans le domaine là, investi là. Un domaine. Moi, à qualifier moi très souvent, c'est toujours comme ça, comme chasseur de politique publique. C'est-à-dire, ils sont habitants qui là, on va faire l'école, on va arriver en côté, on fait cheminement à haut. Vous allez apprendre vous comment prendre responsabilité, comment veiller par exemple en politique publique faite, qu'à manquer un bitin, qui j'en peut contribuer à créer un espace privé, une structure privée pour accompagner de manière à ce que sa politique publique là qu'a se fait là, n'ont pas aussi qu'à sortir à d'un, qu'à venir dans le privé parce que le privé il pas toujours qu'à rester dépend de la métendue. Voilà, faut prendre responsabilité à autre. Et bien, c'est là pour dire que moi, pas trouver mon conseil. Pas trouver mon conseil. C'est le hasard qui fait quand même, trouver moi là. Dans le domaine là, ça, parce que, bon, sur dans plusieurs domaines, quoi qu'il y ait pour ceci, pour cela, sur diverses questions. On va trouver des fois des questions, et puis des agriculteurs, des espaces agricoles, qui sont espaces agricoles, qui disent, oh, c'est moi qui ai oublié ça, là. On va dire. Mais on va préciser aussi que, même à l'environnement, à monde qu'on connaît, on est très critiqué. Ils critiquent moi, les gens disent, mais si ça t'est beaucoup critiqué moi, c'est moi-même, mais pourquoi on peut faire ça? Mais non, c'est pour critiquer. Mais on va trouver régulièrement, on va trouver des critiques. Pas parler de ça, pas conduire ça, pas parler de ça, pas venir faire ça. Mais non, moi très content de voir à un forum, à un espace comme Éco-Club, eh bien nous pouvons parler de l'agriculture. À pas toutes les, nous ne pouvons pas parler de ça toutes les. Parce que, en fait, pas de ça. Le ça, il faut dans le langage en nous, son sens péjoratif. Mais ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas parler uniquement de la pêche, pas parler uniquement de l'agriculture, mais nous pouvons parler d'un secteur. Et peut-être basote la parole, pour autres peut parler, parce que c'est pour ça qu'elle est faite, n'est-ce pas? Pour autres peut parler. Mais on ne peut pas rester souvent, par exemple, sur certains thèmes. Nous, quand nous, par exemple, dans notre groupe, au club, on va parler de l'international, nous va parler. Moi, par contre, on sait peut-être un petit chance quand il y a affûté-moi, il y moi dans tout domaine. Donc, on va parler de l'international, on va parler d'économie, on va parler du judiciaire, on va parler du juridique. Bon, voilà. Mais ça qui t'a ça qui t'a même, vers on a qui l'est, ou pas rien qu'à garder dans les, ou pas parler dans les, n'est-ce pas? Et regardez nos médecins, nous va parler. Un médecin, les gars vivent en Guadeloupe, mais ils vivent de la ruralité. Regardez tout. Moi, je connais par exemple le professeur Jean qui, pour parler d'eux, son produit à la Guadeloupe et c'est au produit du moule. Mais à un moment donné, quelle famille a été fait? Il était dans la ruralité. Là, il était sorti de Bélitan, il a monté à pied à l'école à Moule. C'était un très bon élève, très bon étudiant. Je dis là, ben, on va être président de l'université alors. Mais c'est là. C'est pour ça qu'on a dit très souvent que certaines gens qui engagé les Guadeloupéens, ils doivent être gardés aussi milieu à eux et pourtant on coûte maintenant la mesure du possible pour organiser certains acteurs. Moi, quand vous parlez de ça régulièrement, nous allons continuer à ce sujet, nous, parce que là, son jour particulier, c'est l'élection, nous n'avons pas d'espace pour nous parler. On va par exemple, observer bien, qu'on va par exemple, que on va parler de l'opposition, les avocats. On voit les avocats, il y a une organisation qui fait. Ils ont bâtonnier là, monsieur, ben, il y a une dimension communicative. Pourquoi voir les gars fait mission aïe? Ils ont créé qu'on fait aïe. Ça, c'est la dimension communicative. Peut-être avant, il n'y a pas de courage à ni dimension là, ça, pour venir mettre devant un micro, pour parler pour la population, pour parler pour le monde. Pour ouvrir caloche à tête à pépao, n'est-ce pas? Donc, c'est très bien, Denisa. C'est pour ça que dans beaucoup de domaines, on a crié à des Guadeloupéens, des gens qui ont verticalité dans le savoir, de faire partager ce savoir-là, d'accompagner des secteurs, tant faire ça peut. Parce que très souvent, on trouve des gens qui ont dans le domaine de la profession à eux, ils ont des activités, ils ont fait, bon, ils ont un souci de revenus, il faut travailler, il faut payer. C'est comme la vie, il n'y a pas moi qui fais, c'est comme ça bien aller. Donc, toujours est-il que les questions, préoccupations que vous avancez sont de vérité, sont des vérités. Il faut accompagner le secteur,
il faut parler de certaines choses. Ce n'est pas évident. Alors, dans le cas d'au moins, on ne peut pas dire qu'on peut faire une mission, c'est ça. Moi, je dis très sincèrement, on n'a pas le temps. Et puis, d'autre part, quand il évolue dans un contexte qui est en groupe, tous les dimanches, nous, le monde nous voit. Je ne veux pas venir aller voir une direction pour refaire une émission. Ça se fait uniquement dans l'art et de la culture. On dit tous les jours, les amis, ça. Là, nous avons une très bonne productivité. Ça, c'est une bonne chose. Hein. La productivité de l'art et de la culture, c'est considérable, la musique en Guadeloupe. Et particulièrement, c'est visible dans les espaces que sont les télés de proximité. Il y a une production inflationniste en matière d'art et de musique. C'est très bien, mais pas suffisamment d'émissions sur des questions tout autres. Par exemple, le médical. Si on dénie de plus en plus, nous des médecins, mais des médecins même qui ont animé sur des questions pertinentes, il faut ça. Sur aussi des entreprises, que des chefs d'entreprise, tout veillent, qui ont fait émission à vous. Que c'est l'association des cadres. Sur plusieurs questions, on répond aux questions, par exemple, l'on va voir mon cas chiré en Guadeloupe pour question dans les communes, pour question le plan local d'urbanisme, le PPRN, plan pluriannuel de risque naturel, le cas chiré, il n'y a pas où t'es casaillou là, ceci, cela, tout simplement. Parce que si on n'a pas informé, si on n'a pas connaître que tous ces bitins-là, ça a parti dans bitin, comme je veux dire, tout bitin qui vient dans bitin, qui a parti dans la commune, il y a commandé des fonds plus là, des fois, il soumet à enquête publique, il faut commissaire qui était au Cavini qui a fait, mais en Guadeloupe, il faut ni des structures qui viennent parler de ça pour informer le peuple là, pour mon appel comprendre, c'est comme ça, ça qu'a fait, et qu'on voit le plus dans des communes qui est passé, le plan local d'urbanisme dans des communes qui est passé très bien. Moi, c'est une question, le plan local, environnement, moins, qui permettre moins des nids de connaissances, extrêmement approfondies sur l'architecture, de leur procédure de ces questions-là, ça, peut-être nous qui dans l'avenir à venir à débattre de ça avec des personnes bien affûtées sur cette question sur un plateau, eh bien, mais tout ça, il faut construire la conscience guadeloupéenne. Il faut former le Guadeloupéen. Il faut échanger avec lui. Pas venir toujours un peu partout, il brille manger, il me fait ceci, cela. C'est bon, le tourisme a besoin d'aller visiter nos trucs de tourisme. Mais moi, je vois par exemple dans certaines, dans des organismes de communication, il y a une inflation superposée. L'homme qui a vu, il y a demandé peut-être dans la liste de ça, l'homme qui a vu, voyez tout. C'est pour faire une mission sur la culture, c'est pour faire une mission sur la musique. Mais l'union qui a existé, entrer là-dedans. Mais pas venir faire au paquet de billets, parce qu'il faut parler un peu de tout dans ce pays-là. Voilà. Et peut-être tout ce qu'on a vécu à l'hôpital, avec le départ, bien entendu, de notre côté long. Eh bien, si peut-être on parlait beaucoup de ces problèmes-là, peut-être ces problèmes n'ont pas arrivé, par honnête, mais fournir des émissions si ça, sans parti pris. Sans parti pris, il faut ouvrir le débat sur toutes ces questions-là, de manière à ce que, au domaine de vie à territoire en nous, monopoliser telle ou telle structure de conversation et d'échange, de communication. Ceci est très important. Moi, je dis ça très sincèrement, on a donné des boucs, des boucs de politologues ici qui parlent, que ce soit Khalid, que ce soit. Et tout ça nous connaît, des psychologues, nous, Raphaël Espérou, nous. Nous, on moi, content, moi, c'est pour parler. Parce qu'il y a quoi, moi aussi, débutant. Même si on a connaître, mais quoi, rappelez-moi. Là, on a donné des boucs en chico, qui des boucs. Mais il y a aussi des agriculteurs qui parlent. Moi, on va m'écouter, on va échanger avec eux. D'ailleurs, on a beaucoup d'amis, de collègues et aussi de clients qui relèvent de l'agriculture. Voilà un petit peu ce qu'Anthony a dit toute suite à la question à vous poser. Et pour dire en fait, au monde agricole, qu'il y a cette déclaration de dommages agricoles qui commençait, les dossiers vous ont déposé entre 19 avril et 31 mai. Alors, je peux rapprocher de structures-là, mais sachez très bien que je de tête ni comptabilité à autres, je de tête ni déclaration de surface à autres, c'est aussi toute une série d'informations, son dossier qu'il y a à remplir. Il faut donc déposer ce dossier, surtout lorsque vous avez été victime de la sécheresse de 2021. Également pour la canne, mais la canne, ces dossiers seront traités dans la canne en fonction de votre récolte en 2022. Alors, je ne n'entrerai pas dans cela, mais je dirais tout simplement, c'est un aspect très technique. Alors, on vous demande des informations sur 3 années, on calcule ensuite un résultat moyen, et on regarde en 2021 quel est l'écart
entre la moyenne et ce que vous avez fait en 2021. S'il y a une perte, on va vous indemniser et l'indemnisation qu'on va vous donner ne va pas dépasser 30% de vos pertes. C'est quand même quelque chose. En fait, l'émission arrive à sa fin. C'était ma manière à moi d'aborder cette thématique-là. Je vous en remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis en tout cas bon dimanche. Et on se retrouvera dimanche dans Eco Club, selon sa philosophie habituelle. Le groupe sera là. Bonjour à vous. Merci mille fois. Et bon dimanche. Bye bye.